Salut tout le monde, bienvenue dans le podcast Éducation Mode d'Emploi. Alors on est toujours au festival Out of the Books et j'ai le plaisir d'interviewer Alexandra Volkart qui va venir nous parler des fonctions exécutives. Alors c'est vrai que les fonctions exécutives, on en avait déjà parlé dans les lives et c'est vrai que ça questionne beaucoup l'importance que ça va pouvoir avoir dans l'apprentissage des jeunes. Et donc j'ai le plaisir de recevoir Alexandra Volkart. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci. Alors Alexandra, toi tu es, redis-moi tout ça, neuropsychologue, mais tu es aussi responsable de l'ASBL INEMO avec Marine Oussa, que j'ai également eu le plaisir d'interviewer tout à l'heure. Et puis, tu fais de la recherche au sein de Babaou. Tu nous en parleras peut-être un petit peu plus de Babaou, voir un petit peu ce que vous faites à ce niveau-là. Donc voilà. Alors les fonctions exécutives, c'est vrai qu'on a choisi ce thème-là parce que je pense que c'est un peu ton domaine de prédilection, en tout cas en centre d'intérêt premier pour toi. Tout à fait. Donc quand je consultais en neuropédiatrie, c'était évidemment quelque chose de central parce qu'en fait beaucoup d'enfants présentent des difficultés exécutives. Surtout, en fait, comment est-ce qu'on voit ça? Ce sont surtout des enfants qui sont fort impulsifs. Et donc c'est quelque chose qui revient souvent en consultation de neuropédiatrie. Et puis, j'en ai fait mon domaine d'expertise lors de ma thèse de doctorat et de postdoc. Et puis, c'est comme ça qu'avec Marine, qui, elle, était spécialisée au niveau des émotions, on a créé INEMO pour vraiment aller dans les écoles, former les enseignants, en fait, à cette stimulation des fonctions exécutives et de la gestion émotionnelle. Parce qu'on voit bien sur le terrain que ce sont des choses qui ne sont pas toujours évidentes pour les enseignants à gérer en classe. En fait, certains enfants qui présentent des profils assez impulsifs ou des difficultés de concentration. Et aujourd'hui, on sait qu'on peut aider ces enfants, même les plus jeunes, en fait. Alors, on va peut-être commencer par le commencement. Pour ceux qui nous écoutent, les fonctions exécutives, c'est quoi? Parce que c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. On n'en parlait pas beaucoup, je trouve, il y a quelques années. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu, j'ai l'impression, un levier de compréhension aussi par rapport aux difficultés observées sur le terrain. Alors, c'est quoi? Et puis, ça sert à quoi? Alors, c'est quoi? Donc, les fonctions exécutives, ce sont des processus cognitifs qui vont se développer au niveau du cortex préfrontal, donc à l'avant de notre cerveau, et qui sont des fonctions de contrôle, en fait, qui se développent dès le plus jeune âge, donc dès les premiers mois de la vie, avec un boost développemental très fort à l'âge préscolaire. Donc, c'est un super âge pour aller stimuler ça, en fait, déjà en maternelle. Et quand tu dis préscolaire, maternelle, c'est préscolaire. 3-6 ans. 3-6 ans. Et en fait, du coup, ce qui est chouette, c'est que c'est vrai qu'on peut déjà commencer à stimuler ça à cet âge-là, mais ça ne veut pas dire que tout est foutu après. C'est-à-dire que ce sont des fonctions qu'on va pouvoir développer toute sa vie, mais qui sont extrêmement importantes pour pouvoir nous apprendre à contrôler notre comportement. Et du coup, on voit tout de suite le lien aussi que ça peut avoir avec les relations aux autres. Parce qu'en fait, si on n'est pas capable de prendre la place de l'autre, de se détacher, donc de faire preuve d'inhibition de notre propre perspective, c'est compliqué d'aller comprendre ce que l'autre ressent. Et donc, les relations aux autres peuvent être également plus compliquées. Donc, c'est vrai que chez les enfants qui présentent parfois des difficultés exécutives, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des adultes qui vont dire « il a du mal avec les autres ». Il est impulsif, mais pas que. Il se dispute beaucoup, il y a beaucoup de conflits, etc. Et donc, tout ça, en fait, est assez interrelié. Et donc, ces fonctions exécutives sont vraiment à la base de beaucoup de choses. Et les travailler peut vraiment avoir un impact. Ça peut vraiment rayonner sur toute une série de sphères de la vie quotidienne, autant chez les enfants que chez les adultes. Il y a beaucoup d'adultes qui mériteraient de retravailler leurs fonctions exécutives. Et est-ce qu'on peut les nommer? Parce que je pense qu'il y a vraiment des catégories, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, je ne sais pas si c'est le bon terme. En fait, il y a ce qu'on appelle les fonctions exécutives de base, qui vont être notamment l'attention, qui est quelque chose de très transversal. L'attention, on est toujours en train de faire attention à quelque chose, ou de désengager son attention d'un stimulus à un autre. Et puis, on a ce qu'on appelle l'inhibition. Ça, c'est vraiment cette capacité de contrôle. Par exemple, là, je suis en train de te parler, mais je dois faire abstraction de ce qui se passe autour de moi pour rester concentrée. Mais ça, c'est de l'inhibition. C'est aussi ces enfants, typiquement, qui en classe lèvent le doigt avant même qu'on leur donne la parole, en fait. C'est exactement. On a aussi les capacités de mémoire de travail. Donc, c'est typiquement être capable d'utiliser en fait des informations en mémoire à court terme et de les manipuler pendant un court laps de temps. C'est quelque chose qu'on demande beaucoup aux enfants de faire finalement en classe. Et ces capacités de flexibilité aussi, d'être capable de passer d'une tâche à l'autre, d'un atelier à l'autre en classe, d'une règle à l'autre au sein d'un même exercice. Ça peut poser des difficultés pour certains enfants. Et ces fonctions exécutives de base, c'est vraiment le terreau pour pouvoir aller développer des fonctions exécutives de plus haut niveau, comme la planification, comme être capable de raisonner. Et je vais même aller plus loin, même d'être capable de faire preuve de régulation émotionnelle. Parce que finalement,
la régulation émotionnelle peut un peu venir se greffer finalement à ces fonctions exécutives, tellement le lien est important. Être capable de réguler ses émotions, eh bien, il faut pouvoir avoir de bonnes fonctions exécutives pour y arriver. Je t'entends et je me dis, il y a quand même un lien direct, indirect avec les troubles d'apprentissage, parce que tu parlais de mémoire de travail, tu parlais d'attention, de planification, qui sont quand même souvent des difficultés majeures auxquelles vont être confrontés des élèves qui ont un trouble de l'attention, qui ont une dyslexie, une dysorthographie ou autre. Le lien est direct ou on peut n'avoir aucun trouble d'apprentissage. Tu vas me dire, pourtant, il est essentiel de travailler les fonctions exécutives. Mais tu m'éclaires un peu. Alors en fait, il y a deux versants et ils sont parfois assez méconnus parce qu'on parle très peu finalement du fait qu'on a des fonctions exécutives chaudes et froides. Chez les enfants qui présentent par exemple un trouble de l'attention, alors on parle toujours de TDAH, mais en fait, on devrait presque appeler ça le TDIH parce qu'en fait, dans le TDAH, le trouble principal, c'est l'inhibition qui va rayonner sur les capacités attentionnelles. Et qui va donner un des profils d'enfants, différents profils d'enfants, mais où l'impulsivité est quand même très souvent présente. Sauf chez les enfants, c'est vraiment que la partie attentionnelle qui pose problème. Ces enfants vont avoir des difficultés dans les tâches cognitives, à l'école, au niveau scolaire, etc. Mais ce qu'on observe aussi, ce sont des enfants qui vont plutôt bien fonctionner au niveau cognitif, c'est-à-dire que s'ils vont chez un neuropsychologue faire un bilan cognitif, il n'est pas impossible que certains enfants qui présentent des difficultés comportementales et d'impulsivité dans la vie de tous les jours et où les parents disent « moi, je n'en peux plus, je ne sais plus quoi faire, il faut m'aider parce qu'il fait beaucoup de crises de colère, il est très impulsif, etc. » Mais en fait, en bilan, les résultats sont plutôt bons. Et c'est parce que ces enfants-là, alors soit ils apprennent à compenser quand ils sont en one-to-one, ce qui est très différent d'une situation de classe, mais aussi certains de ces enfants ont finalement plus de difficultés sur ce qu'on appelle ces fonctions exécutives chaudes, qui sont plus reliées finalement aux tâches qui vont être plus chargées émotionnellement. C'est typiquement le test du marshmallow. Vous demandez à ces enfants-là s'ils préfèrent avoir un bonbon maintenant ou 2 bonbons dans une demi-heure. Eh bien, en fait, le bonbon, ils vont vous le prendre maintenant parce qu'ils ont des difficultés à faire ce qu'on appelle un délai de gratification. Et donc, ce sont des enfants pour qui il est vraiment important de comprendre que s'ils font quelque chose de chouette le matin en classe, il faut pas attendre l'après-midi, en fait. Ils ont vraiment ce besoin d'avoir un effet immédiat de leurs actions et donc de se sentir tout de suite renforcés positivement. Et ces enfants-là ont plus de difficultés au niveau comportemental qu'au niveau purement cognitif dans les tests cognitifs qu'on peut faire en séance neuropsy, par exemple. Tu as donné déjà quelques exemples, et tu aurais d'autres exemples de situations auxquelles on est confronté, on doit faire face quand on a des difficultés liées justement à ces fonctions exécutives. Oui, alors il y a évidemment le cas classique des enfants qui, en consigne à l'école, on leur demande d'entourer en rouge et ils vont aller nous souligner en vert. Mais il y a aussi de nouveau, je fais ce lien toujours avec le comportement, il y a ces enfants qui, en classe, scolairement parlant, ça va bien se passer, mais par contre, comportementalement parlant et avec la relation aux autres, il va y avoir beaucoup de conflits. Parce que ce sont des enfants qui, par exemple, n'arrivent pas à se dire stop dans sa tête. Alors, on dit toujours, il faut tourner 7 fois sa langue dans la bouche. Ben, certains de ces enfants ont beaucoup de mal avec ça. Et donc, ils n'ont pas cette capacité de se dire, OK, stop, je réfléchis avant d'agir. Là, il y a un copain qui est en train de m'enquiquiner un peu. Je pourrais avoir plusieurs solutions. Soit je vais en parler au prof, soit je vais m'énerver. Cette capacité de se dire, OK, je vais choisir la meilleure solution qui ne va pas trop me donner de conséquences, il faut être capable de faire preuve d'inhibition et de se dire stop. Même en tant qu'adulte. Mais évidemment. Parce que pas évident de se décoller et de se dire, OK, prenons du recul, analysons la situation. En tant qu'adulte, oui. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut le faire même à un plus jeune âge? Parce que je me dis, on sait que la maturité, cette intelligence adaptative arrive à maturité plus tardivement. Un enfant, c'est encore plus complexe pour lui d'arriver à se décoller de la situation, à se dire, comme tu disais, je m'arrête. Je prends un peu de distance. Alors, c'est sûr que pour un enfant, prendre la place de l'autre, ça met un certain temps. Mais il y a déjà des choses qu'on peut travailler dès le plus jeune âge. Rien que cette capacité de se dire stop, je réfléchis et puis j'agis. Rien que ça, déjà tout petit, il y a moyen de le travailler à la maison. Et il y a vraiment plein d'outils qui existent. Alors, on a la chance d'aujourd'hui d'avoir beaucoup de jeux éducatifs qui peuvent être utilisés pour finalement... Alors, j'aime pas trop ce terme de travailler ça à la maison, parce que c'est sûr qu'en fait, on est en train de jouer avec son enfant. Alors, en plus, mais ça stimule.
Voilà. Mais ça stimule finalement en ayant un moment de plaisir avec son enfant aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les familles qui sont fort démunies parce qu'il y a des difficultés comportementales, parce qu'il y a des difficultés de type exécutif, mais qui rayonnent sur toute une série de sphères, parce que ce sont des enfants qui parfois ont des difficultés en extrascolaire, en plus de l'école. Donc, c'est parfois vraiment très, très lourd émotionnellement pour l'enfant, mais aussi pour la famille. Voilà. Et donc, remettre le plaisir par le jeu pour aller stimuler ses compétences, et pas seulement en stigmatisant l'enfant qui a des difficultés, mais en disant, par exemple, vous savez quoi, là, maintenant, après manger, on va faire un jeu de société tous ensemble. Nous, on sait que le jeu qu'on va choisir est en fait un jeu qui va aller stimuler des choses qui va pouvoir aider cet enfant. Mais l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il voit? Mais il voit qu'il va avoir un moment de plaisir avec ses parents et avec sa fratrie, etc. Donc ça, c'est évidemment quelque chose de chouette. Et c'est ça qu'on apprend avec Inemo. On apprend aux enseignants dans les classes à stimuler ça de cette manière-là. Et c'est pour ça qu'on a créé un guide pédagogique qui est gratuit, qu'on retrouve sur enseignement.be. Enseignement.be, vous tapez dans le moteur de recherche Inemo et vous tombez sur la page avec le guide pédagogique qu'on a vraiment écrit pour les enseignants. J'allais dire ça, à destination des enseignants. Un parent peut se l'approprier d'une certaine façon aussi, ou peut y trouver des idées. En fait, ce manuel, il y a la moitié qui est un peu théorique, qui explique ce que sont les fonctions exécutives et ce que sont les compétences sociales et émotionnelles. Et puis, il y a l'autre volet qui sont en fait 37 fiches pédagogiques, qui sont vraiment des fiches clés en main, avec le matériel à imprimer, pour jouer en groupe, jouer en individuel. Donc finalement, c'est vrai qu'on l'a écrit pour les enseignants, mais en réalité, il pourrait être utilisé par n'importe quel thérapeute qui voudrait travailler ses compétences, mais ça pourrait aussi être utilisé par des parents à la maison qui sont un petit peu au fait de ce que sont les fonctions exécutives et les compétences sociales et émotionnelles. Super, parce que c'est vrai que c'est intéressant, je trouve, quand il y a des outils qu'on peut utiliser à la maison, parce que tu disais, finalement, la difficulté n'est pas que à l'école, forcément, par rapport à ça. Mais donc, j'entends, c'est quelque chose qui se travaille, qui va pouvoir se développer. On va pouvoir mener des activités au sein de la classe et en continuant de travailler du contenu, parce que il y en a certains qui disent, on s'arrête pour faire encore autre chose. On va pouvoir le travailler dans toute une série d'activités. Mais donc, ça se travaille avec tous les élèves, finalement, troubles d'apprentissage ou pas. On doit travailler ces fonctions au quotidien, quoi. Tout à fait. Et c'est comme ça aussi qu'on en est venu à créer Babahou, qui finalement, Babahou est une digitalisation, entre autres, d'Inemo, qui est vraiment ce jeu vidéo neuro-éducatif qui se joue à la maison, mais aussi en classe, puisqu'il y a 2 volets. Il y a ce mode aventure où l'enfant peut jouer à domicile et va apprendre ce qu'est le cerveau. On va lui donner plein d'infos, il va débloquer des petites cartes, etc. neuroéducatifs. Ils vont lui expliquer ce qu'est le cerveau et en même temps, il va s'entraîner dans ces jeux. Et ça, c'est le volet aventure à la maison. Mais ce qui est super, c'est qu'il y a ce lien aussi à l'école où en fait, on a créé, comme on l'a fait pour Inemo, on a créé un guide pédagogique qui est accessible, de nouveau gratuitement pour les enseignants. On a 12 séances pédagogiques déjà créées, clés en main, pour utiliser le mode entraînement de Babahou. Et donc, de nouveau, les enseignants peuvent utiliser sur tablette ces petits défis, qui sont des défis qui vont aller entraîner chacune des fonctions exécutives. Et ce guide, en fait, est plus qu'une utilisation du jeu, puisqu'il y a vraiment dans chaque séance toute une approche métacognitive où on apprend à l'enfant ce qu'est la métacognition, qu'il est capable de comprendre qu'il y a des stratégies qu'il utilise dans le jeu, qui sont en fait des stratégies qu'il va pouvoir utiliser au foot, à la maison quand il joue, quand il doit débarrasser la table. Il y a vraiment l'idée, c'est de créer un climat de confiance pour l'enfant, pour qu'il comprenne que ce qu'il est en train de développer comme compétence dans le jeu, il va pouvoir l'utiliser dans la vraie vie. Alors, Babahou, parce que c'était ma prochaine question, je voulais que tu me parles un peu de Babahou pour savoir un petit peu les outils. Comment ça fonctionne alors? Comment on se le procure? Est-ce qu'un enseignant qui veut utiliser Babahou en classe, il doit... comment ça se passe? Parce que si moi je suis parent, je me dis, tiens, ça serait super chouette de pouvoir utiliser ces outils et cette ressource-là à la maison. Est-ce que ça veut dire que l'enfant doit l'utiliser à l'école? Est-ce que je peux prendre, c'est quoi, un système d'abonnement? Enfin, comment ça marche? Il y a une vraie volonté que Babahou soit accessible pour les enseignants. Donc, pour le moment, le jeu est accessible sur l'App Store et sur Google Play. Donc, c'est sur tablette. Ça peut s'installer également sur téléphone, mais c'est beaucoup plus confortable sur tablette. Et pour le moment, le jeu est totalement accessible. Alors, il va y avoir une commercialisation avec des formules d'abonnement, mais il y aura des offres de lancement vraiment très, très attractives au départ.
Et l'idée, c'est vraiment de rendre accessible un maximum de manière gratuite pour les écoles. Mais ça veut dire que l'enseignant choisirait une formule abonnement pour l'ensemble de sa classe et pourrait intégrer vraiment l'outil dans sa classe avec des moments d'activité où chaque enfant travaillera avec sa tablette à son rythme, ou ils doivent tous faire la même chose en même temps? Alors, en fait, les deux sont possibles. C'est-à-dire que l'enseignant va créer son compte, et quand il aura créé son compte, eh bien, dans son compte, il va avoir 30 profils. Et donc, il peut créer le profil de 30 élèves. Et donc, chaque enfant va aller dans son profil et va pouvoir soit jouer librement si l'enseignant a décidé que c'était une séance libre, ou alors se baser sur le kit pédagogique qui permet d'avoir ces séances très cadrées, avec vraiment l'enseignant qui a besoin d'être cadré au verbatim près, eh bien, on l'a fait. Et celui qui a envie d'un peu plus de liberté, il peut avoir plus de liberté aussi pour créer les séances en fait dans sa classe. Et au niveau de l'âge, Bababou, ça s'adresse 7-11 ans. 7-11 ans. Après, donc on est sur de la première à la 6e primaire. Voilà. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est bien si l'enfant sait lire. En même temps, si l'enfant est accompagné, c'est pas vraiment un problème. Et dans le mode aventure, tous les textes sont doublés, donc il y a une voix une voix qui permet finalement d'avoir, si on met le son, l'enfant n'a pas spécialement besoin de savoir lire. Et puis, on dit jusqu'à 11 ans, mais en réalité, de nouveau, ça dépend parfois un peu du niveau de développement et de maturité de l'enfant. Il y a certains enfants qui, à 14 ans, adorent encore ce genre de choses et sont très heureux d'y jouer. Bababou, c'est un monde très poétique, c'est très doux, c'est joli, c'est pas du tout violent, c'est vraiment... donc, je pense qu'il y a des enfants qui ont encore besoin, même à 12, 13, 14 ans, d'avoir ce monde un peu joli et attractif où les choses sont un peu douces, entre guillemets. Mais donc, on est vraiment dans une approche ludique. On travaille toutes les fonctions exécutives ou certaines de manière plus marquée que d'autres? Alors, aujourd'hui, on a une partie d'inhibition. En principe, dans les mois qui viennent, on aura toute la partie inhibition parce que pour le moment, on a développé la partie du contrôle moteur. Il y aura aussi toute la partie du contrôle cognitif, donc le fait de savoir contrôler ses pensées. Mais il y a l'objectif après de créer la flexibilité, la mémoire de travail, l'attention, la planification. Et puis, une fois que les FE seront faites, on a un objectif également de pouvoir créer Bababou aussi avec tout le volet émotion et puis tout le volet mémoire. Okay. Donc, il y a vraiment on a encore quelques années de travail. Mais ce qui est là, c'est qu'il y aura quelques années de jeu encore à venir. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on est sur ce jeu-là. Donc, ceux qui nous écoutent, de se dire, tiens, si moi, je prends Bababou, je suis parent, je suis maman, je me dis, tiens, voilà, j'ai un enfant qui a 10 ans. Ça pourrait être chouette pour lui qu'il puisse jouer avec ça. Je dois prendre un abonnement d'1 an et donc, il va pouvoir travailler sur l'inhibition principalement actuellement. Aujourd'hui, c'est sur l'inhibition. Et aujourd'hui, il est en accès gratuit. En accès gratuit. Oui, pour le moment, il est encore en accès gratuit. Ouais. Génial, bon à savoir ça. Ouais. Je vais l'utiliser, on va le tester à la maison. Et alors, ce qui est intéressant à savoir pour les parents et les professionnels également, c'est que Bababou, c'est un jeu vidéo, mais c'est aussi un site web. Et donc, si vous allez sur www.babao, donc babao.com, eh bien, on a ce qu'on appelle le MAG. Et le MAG, en fait, c'est un blog où on publie régulièrement des articles sur des thématiques scientifiques, mais qui ont été vulgarisés pour les professionnels de la santé, mais aussi pour les parents. Et donc, il y a aussi vraiment plein de questions qu'on se pose en lien avec le jeu ou pas, mais en lien avec l'éducation, avec les fonctions exécutives, avec les troubles 10, avec les troubles des apprentissages de manière générale. Et donc, c'est aussi une manière de prendre de l'info, d'avoir du feedback d'autres. Ouais. Tu préconises qu'ils travaillent en autonomie, enfin quand je dis qu'ils travaillent, qu'ils jouent finalement en autonomie, ou c'est chouette aussi de créer des moments où on va jouer avec eux, ou qu'ils expliquent ce qu'ils font, c'est quoi la meilleure approche? Alors, j'ai envie de dire qu'avant tout, il faut du fun. Ouais. Donc c'est pour ça qu'avant tout, Bababou, c'est un jeu. Ouais. Mais il est évident que quand on je me suis corrigée, j'avais dit travail et puis j'ai dit joue. Non, c'est pas du travail, c'est du jeu. Mais en fait, on a cette notion en obligatoire. Bababou, c'était vraiment, on avait envie de se dire, on sait que tous les enfants jouent sur des tablettes et que les parents sont parfois un peu désespérés de savoir faire le tri dans ce qui est bon ou pas. Et donc, on s'est dit, quitte à ce que les enfants soient sur tablette, autant que ça serve et que ce soit des jeux qui développent vraiment des capacités. Et après, on s'est dit, il est évident qu'on va très vite comprendre que les professionnels de la santé vont être intéressés par ce genre de choses parce qu'il existe peu d'outils digitaux qui sont un peu attractifs pour aller travailler ces choses-là. Et donc, il y a des enfants qui vont jouer pour le plaisir parce que ça les intéresse et qu'ils ont envie de découvrir le cerveau, un peu comme dans notre génération. On est la génération des « Il était une fois la vie ».
on regardait ces dessins animés parce qu'on apprenait plein de choses et que c'était fun et qu'en plus, on apprenait des choses. Mais il y aura évidemment toute une série d'enfants et de parents qui vont avoir aussi envie d'accompagner leur enfant. Un, parce que ça les intéresse. Et puis deux, certains parce qu'ils ont envie de pouvoir aider leur enfant à leur faire comprendre qu'en fait, certaines stratégies vont pouvoir être utilisées dans la vraie vie. Et dans le jeu, on fait sortir l'enfant du jeu à certains moments parce qu'on leur donne des missions qu'on appelle les missions monde extérieur, qui sont des missions que l'enfant doit aller faire avec des copains, à la cour de récré ou avec ses frères et sœurs, sur des choses qu'ils ont appris dans le jeu. Des petites tâches de coordination, des tâches de précision. Et donc, on fait sortir l'enfant du jeu pour lui montrer qu'en fait, regarde tout ce que tu as fait là dans le jeu, mais en fait, ça te sert dans la vraie vie. Et donc, je pense qu'on peut vraiment autant jouer avec son parent, que de le prendre comme un outil vraiment pédagogique en classe ou en séance avec un professionnel. Je pose la question parce que on avait un podcast sur le jeu vidéo et la dame que j'interviewais expliquait l'important justement de dire le jeu vidéo, c'est important de s'y intéresser, de savoir en fait ils font quoi, c'est quoi leur monde, le monde dans lequel ils sont, de pouvoir en discuter avec eux, même de jouer avec eux à certains moments, même si voilà nous c'est peut-être pas notre kiff maximum ce jeu-là, mais de comprendre dans leur monde l'espace dans lequel ils vont être pendant un temps. Et elle disait c'est essentiel pour que vous puissiez en discuter ensemble et pas que tu peux jouer ou tu peux pas jouer. En fait ça s'arrête à juste ça et de se dire c'est vraiment des discussions qu'on a, tiens qu'est-ce que t'as fait, ah oui t'as été voir ça, etc. Et je me disais c'est vrai que j'aimais beaucoup le conseil parce que je me dis c'est vrai que souvent c'est est-ce que j'autorise ou est-ce que j'interdis l'utilisation de la tablette, le jeu. Et c'est en fait c'est plus que ça, c'est essayons de comprendre ce qui lui plaît là-dedans, ce qu'il va découvrir. Moi je pense qu'il y a plusieurs choses et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et je pense qu'on peut même aller plus loin. C'est-à-dire qu'on sait que le digital fait partie de la génération de nos enfants. Donc, il faut les accompagner parce qu'on ne leur donnerait pas une voiture sans leur filer les clés, sans leur filer le permis. Donc, c'est pareil, il faut les accompagner. Je pense que interdire n'est pas spécialement une bonne chose, mais accompagner-les. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que c'est un outil qui peut donner confiance en certains enfants. Le jeu vidéo, il y a 3 caractéristiques du jeu vidéo qui sont vraiment importantes à comprendre. La première, c'est que c'est quelque chose d'itératif. C'est-à-dire que l'enfant peut s'entraîner autant de fois qu'il veut. Et en fait, il ne fait que progresser parce que c'est en même temps incrémental. C'est-à-dire qu'il commence à 0 et il va jamais régresser. Il ne peut que progresser dans le jeu, mais il progressera à sa vitesse, à son rythme. Et puis, le plus important, c'est qu'il n'y a pas de jugement. C'est pas le jugement des points à l'école, la pression des parents. C'est, en fait, je joue pour moi et il n'y a personne pour me juger autour et je vais essayer de me challenger moi. Peut-être que je vais aller challenger mes potes aussi pour savoir si, tiens, t'es arrivé où dans Babaou? T'as vu ça? T'as débloqué tel truc, etc. Mais ça reste quelque chose qui finalement peut aussi... Alors, je parle de Babaou, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui peuvent aussi, avoir ce genre de bénéfices. C'est que finalement, ça va booster la confiance en soi de certains enfants. De se dire, voilà, il y a des choses en fait que j'arrive à développer et en plus, je vais pouvoir m'en servir à l'école ou en cours ou au sport ou dans l'apprentissage d'un instrument de musique. Et donc, je pense que vraiment, ça peut aussi booster. Donc, le jeu vidéo, s'il est bien choisi, s'il est bien construit, je pense qu'il est vraiment prometteur. Mille merci, Alexandra, pour ton expertise, pour ton regard. On n'hésitera pas, en tout cas, à aller jeter un coup d'œil sur Babaou. Donc, redonne-nous le site internet, peut-être. Babaou, BABAO.com et inemo.be. Et inemo.be, avec toutes les ressources dont tu as parlé. Donc, ce petit guide qui donne plein d'infos. Les ressources et les possibilités de formation. Et je rajoute quand même, ce qui est important, c'est qu'en Brabant Wallon, nous venons former gratuitement les enseignants dans leurs écoles, sous forme de journées pédagogiques et des conférences également. Donc, les directeurs peuvent te contacter et vous venez dans les écoles gratuitement. On a la grande chance d'être subsidié par la province, qui a vraiment confiance en nous depuis maintenant de nombreuses années. Et donc, voilà, en Brabant Wallon. Mais on vient aussi chez les autres. Génial. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces infos. Et nous, on se retrouve très, très vite pour un prochain podcast. Ce podcast a été enregistré en collaboration avec les éditions Plantin.